Un grand merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le docteur Cheikh Gueye. Docteur, bonsoir. Bonsoir Pape, bonsoir aux téléspectateurs de FM. Alors, le prétexte de cette invitation, c'est la journée internationale des think tanks. Oui. Le réseau sénégalais l'a célébré aujourd'hui. C'est ça. Même si c'était le 31 janvier. Voilà, c'est une journée qui est prévue chaque année le 31 janvier. Et cette année, avec l'appel des Layènes, on a un peu décalé pour célébrer ça aujourd'hui même. Probablement, avec les panels de haut niveau, cela a été l'occasion de parler des conséquences de l'arrêt des financements des Américains, la souveraineté, comment ne pas dépendre de l'aide au développement. Vous avez parlé de tout cela. Mais d'abord, expliquez-nous, Dr Cheikh Gueye, le sens de la célébration de cette journée internationale par le réseau sénégalais. Oui, certainement qu'il est nécessaire de rappeler d'abord l'importance des think tanks. Ce sont des institutions de recherche, de production de connaissances, d'évidence scientifique et qui aident beaucoup dans les pays développés à la prise de décision. Parce que ce sont des structures qui ont un peu de liberté, qui sont plus dynamiques, qui sont plus agiles et donc qui peuvent réagir plus rapidement que certaines structures et également trouver des financements par eux-mêmes, prendre en charge des recherches nouvelles, souvent peu financées, etc. Donc ce sont des structures très importantes pour un pays qui se veut en développement. Et donc notre pays a besoin de ce type de structure. Et donc, depuis une vingtaine d'années, les think tanks se sont beaucoup multipliés au Sénégal, parfois sous le statut d'association, sous le statut d'ONG. Et nous avons de plus en plus besoin d'être reconnus en tant que think tank, avec une catégorie spécifique qui permet de prendre en charge au mieux les fonctions spécifiques des think tanks, c'est-à-dire mettre des neurones, mettre du cerveau dans les actions que nous menons, à la fois dans les politiques publiques, mais aussi l'action des ONG, des OSC en général. Et votre réseau en agrège combien actuellement? Une trentaine, après avoir fait une cartographie en 2018 que nous avons renouvelée il y a 2 ans. Nous accueillons de plus en plus de think tanks, j'y reviendrai, et l'idée c'est vraiment de développer leur collaboration. Chacun est spécialisé dans des domaines donnés, dans des démarches données, et donc le fait d'être dans un espace de partage, d'être dans un réseau où on peut échanger sur nos pratiques, sur les données que nous produisons, de croiser ces données, et de plus en plus d'être utile à l'État dans le contexte d'élaboration de nouvel agenda. Justement, c'est là où je vais. Quel est l'apport concrètement? Quel est l'apport des think tanks dans l'élaboration et le suivi et l'évaluation du nouveau référentiel de politique publique, des politiques publiques? Oui, déjà depuis même l'ancien régime, avec le PSE, ça a toujours été ce type de programme à moyen et long terme, des éléments de référence à partir desquels nous faisons des études, nous produisons des données et nous essayons de les mettre à la disposition de l'État. Avec le nouveau contexte que nous connaissons, la définition de nouveaux référentiels, avec l'agenda national de transformation, nous sommes face à de nouveaux défis, avec donc de nouveaux principes comme la souveraineté, comme la rupture systémique. Et donc ces grands changements-là qu'appelle le contexte national, d'abord le fait que nous ayons, avec les statistiques sorties par l'ANSD, de nouveaux défis avec les jeunes qui sont de plus en plus nombreux, avec également en l'occurrence la question du chômage des jeunes,
etc. Ce sont des questions qui nous paraissent devoir être l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Et nous essayons chaque fois de produire des données nouvelles. Par exemple, actuellement, nous venons de sortir un rapport qui fait une comparaison entre les jeunes du Sénégal et les jeunes du Burkina pour expliquer comment les idées décoloniales influencent aujourd'hui les modes de pensée de ces jeunes et peut-être les influencent dans les stratégies. Parfois, leur comportement étonne ou détonne. Mais souvent, quand on fait des études plus poussées, avec des démarches quantitatives et des démarches qualitatives, on trouve les vraies réponses. Et ce sont ces vraies réponses-là que nous, think tank, on essaie de mettre sur la table du gouvernement. Et finalement, quel est le lien entre la souveraineté des données et la nouvelle vision de souveraineté multiforme de l'État du Sénégal? Très importante, parce que les données sont aujourd'hui le pétrole ou le diamant du fonctionnement du monde. Oui. C'est donc très important de produire ses propres données, de bien les maîtriser, d'avoir la possibilité de les mettre en cohérence, parce que souvent dans notre pays, nous avons beaucoup d'institutions qui produisent des données, mais ce sont des données en silo, les données agricoles, d'un côté les données sur les jeunes, sur l'emploi de l'autre, les données globales, les données territoriales. Toutes ces données sont produites par des services différents. Donc faire dialoguer ces données, croiser ces données sont importantes. Mais en même temps, les think tanks, avec leur liberté plus grande, produisent également des données au plus près des populations. Et donc sont capables de sortir des informations encore plus fines. Et c'est pour ça que la collaboration entre les think tanks et l'État est très stratégique pour faire évoluer nos politiques publiques, les rendre plus profondes, les rendre plus pertinentes. C'est pour ça que nous avons, dans le cadre de la célébration de la journée des think tanks, fait appel à deux services qui nous paraissent clés. C'est le bureau de suivi et d'évaluation des politiques publiques basé à la présidence de la République et la direction de la planification et des politiques économiques qui pense les politiques gouvernementales. En dialogue et en collaboration avec ces services, nous développons une offre et selon aussi les besoins de l'État et par rapport également au nouvel agenda qui a été défini et proposé aux Sénégalais. Donc ça a été une journée très riche parce que nous avons écouté des think tanks comme IPAR qui accompagne actuellement la loi, la redéfinition de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Nous avons écouté le LARTES qui accompagne directement le ministère de l'économie sociale et solidaire pour la définition de sa lettre de politique, etc. Nous avons écouté d'autres think tanks comme l'ex-Africa, comme le CRADES qui travaille sur les droits économiques et sociaux. Nous avons beaucoup également interrogé la question avec publier ce que vous payez. Toutes ces institutions et d'autres, Africa Jom Center, etc., sont des think tanks. Bon, même si c'est lié à des personnalités, etc., mais ce sont des institutions qui produisent des recherches et qui basent toutes leurs interventions, tous leurs plaidoyers, toutes les idées qu'ils développent dans l'espace public sur des recherches, sur des données qui sont produites. Et c'est en ça qu'il est intéressant également d'encadrer leur projection dans l'espace public, de les faire reconnaître comme catégorie spécifique. Nous venons avec CNRTT, le réseau sénégalais des think tanks, d'être reconnus par l'État. C'est une bonne avancée et nous avons besoin de bien construire notre esprit de collaboration avec des outils, avec des mécanismes qui nous permettent d'être encore plus utiles au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Alors, Dr Cheikh Gueye, vous avez parlé de l'ex-Africa, vous avez parlé de Africa Jam Center. Immédiatement, on pense société civile. Oui. Et alors, plus globalement, la société civile a une fonction de complément de l'action du gouvernement dans beaucoup de domaines. Quel est le poids véritable, selon vous, et l'impact de la société civile
ici au Sénégal? Bon, j'aurais pu également parler du GERAD qui travaille sur les questions territoriales, etc. Je n'ai retenu que quelques structures que vous avez citées vous-même. Ouais. L'idée, pour répondre à la question, je pense d'abord que c'est un rôle et un poids souvent ignorés et également sous-estimés. Parce que nous-mêmes, nous avons fait un rapport l'année dernière qui s'appelle le RACIP, le rapport annuel de la société civile sur les politiques publiques, et on se rend compte que c'est au moins, avec la centaine d'ONG que nous avons interrogées, 132 milliards qui sont investis par les ONG par an, au minimum. Et quand on extrapole avec les associations de toutes sortes qui pullulent partout dans le pays, nous sommes sans doute au-dessus de 500 milliards. Donc, ce sont des acteurs très importants qui sont non seulement dans l'investissement financier, mais aussi dans l'investissement qualitatif, qui sont présents partout au Sénégal, qui sont dans le soutien aux populations, qui sont dans les formations, dans le renforcement de capacités, qui contribuent donc même aux opportunités d'emploi. Etc. Donc, et qui aussi réfléchissent. C'est pour ça que il y a une frontière très labile, très inexistante presque entre les think tanks et les ONG. Et donc, ce sont des structures qui sont très importantes pour l'État, pour la nation en général. Et bon, comme ici au Sénégal, nous avons un esprit associatif très développé, donc on s'associe pour tout, pour trouver sa maison, etc., même jusqu'au daïra, etc. Donc il est très important de mettre la lumière sur les activités de ces ONG, de ces OSC. Donc les différentes plateformes que vous connaissez, la plateforme des acteurs non étatiques, le CONGAD, etc., les ONG européennes, toutes se regroupent de plus en plus. Vous avez vu la semaine dernière la célébration des 25 ans du COSC. Tout le monde connaît le rôle que le COSC a joué dans la stabilisation du pays, dans la réflexion pour une démocratie améliorée au Sénégal. Bon, mais comme vous le voyez, peut-être qu'on y reviendra. Tous ces programmes vont sans doute être impactés par ce qui se passe actuellement dans le pays. Mais globalement, ce qu'il faut retenir sur cette question, c'est que les ONG, les OSC ont un impact souvent qui a besoin d'être mieux connu. Donc nous sommes également dans une initiative de documenter ce rôle des ONG. Donc nous sommes en train de mettre en place avec la plateforme des acteurs non étatiques une plateforme qui permet de collecter de l'information sur qui sont ces ONG, combien elles sont, comment elles investissent, où elles investissent, quels sont leurs bailleurs, etc. Et ça permettra de poser sans doute la question également de la souveraineté des ressources que les ONG et les OSC investissent au Sénégal. Je peux vous assurer que ce sont de nombreux talents, des compétences qui viennent de partout, qui sont ensemble pour souvent chercher des ressources de manière très difficile et qui les investissent dans le pays en général. Alors, Dr Chaguet, parlons de Donald Trump, le président américain qui vient de suspendre donc les aides qui passaient par l'USAID. Quel impact cela va avoir sur les investissements, aussi bien des ONG que des think tanks? Cela va avoir un impact sur les ONG, sur les think tanks et aussi sur l'État. Parce qu'il faut se rendre compte, et je pense que le Premier ministre Ousmane Sonko l'a dit hier à Louga, c'est déjà les 500 millions de dollars du Millennium Challenge à compte. Mais ce que les gens doivent aussi retenir, c'est qu'en dehors de ces 500 millions de dollars, il y a au moins en 5 ans 600 millions de dollars qui sont investis par l'USAID dans des programmes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la productivité, donc du développement des affaires, notamment dans le domaine de l'agriculture, et dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie. Toutes les structures que vous voyez ici faire un travail très important dans le domaine de la démocratie et qui assure au Sénégal cette image de vitrine démocratique, souvent ce sont des aides qui viennent de l'USAID. Donc ça va impacter très très fortement, d'autant plus que c'est très brutal, même si rien ne surprend avec Donald Trump, on est quand même surpris par la brutalité de la mesure, et cette mesure va avoir un impact massif puisqu'il y a déjà depuis la semaine dernière l'arrêt de tous les programmes
des ONG liées à l'USAID. Oui. Et pour les ONG, comme pour les OSC, comme pour les think tanks, tous ces programmes-là qui étaient en cours de déroulement, qui recevaient des financements, sont en train d'être arrêtés, d'être fermés. Donc nous rentrons dans une situation d'incertitude au niveau global, au niveau Sénégal, parce que avec ces financements Millennium Challenge Account et d'autres financements qui sont des G2G, c'est-à-dire des financements de gouvernement à gouvernement, tout ça va s'arrêter. Et ça va impacter la situation qui est déjà très contraignante, qui a été décrite par le nouveau régime. Donc nous entrons dans une phase vraiment où je ne dirais pas que nous allons avoir de grosses difficultés, mais nous devons faire face à des défis très importants sur lesquels nous avons besoin de nous mobiliser comme nation. Comme durant le Covid ou comme durant certains événements très importants. Pour faire preuve de résilience. Pour faire preuve de résilience. Alors, docteur Cheikh Gueye, je ne peux pas ne pas vous interpeller en tant que secrétaire général du QDIS quand vous parlez de situation contraignante. Alors qu'on sait que vous avez développé un concept, le Djubo, le fameux Djubo, et vous appelez à la résilience. Dans ce contexte donc économique et financier de plus en plus contraignant, vous l'avez dit vous-même, quelle est la place pour le concept Djubo que vous avez initié et développé? C'est un concept très, très important pour nous parce que nous considérons que même en dehors d'une situation contraignante comme celle que nous connaissons, qui a été décrite par le président de la République encore presque à chaque conseil des ministres, par le premier ministre Ousmane Sonko également. Dans une situation de ce type, le concept de Djubo est très important. Il complète les 3 J, Djoub, Djoubel, Djoubanti, parce que nous considérons que même ces concepts sont très très importants, mais si la nation ne fait pas cause commune, ne se mobilise pas pour que ces changements-là se produisent, ça restera quelque chose de très élitiste ou de très aérien. Il faut que dans tous les secteurs, ce Djubo-là soit promu. Je pense notamment au secteur de la santé. Voilà, les revendications sortent, les grèves commencent au niveau de l'éducation. Alors qu'on a besoin d'un pacte national qui accompagne, disons, le nouveau régime avec donc une majorité de Sénégalais qui ont voté pour eux, pour justement réussir à surmonter les problèmes qui ont été soulevés. Pour moi, ce concept-là est très important. Il se traduit du point de vue politique, parce qu'effectivement, nous avons besoin de passer un cap dans le domaine de la démocratie, par exemple, au Sénégal. Qu'on ne se retrouve plus avec des présidents qui emprisonnent l'opposant principal. On l'a vu dans tous les régimes. Qu'à chaque élection, il y ait des crises préélectorales qui produisent des morts, des blessés, des destructions de biens. Les accords principaux pour dépasser cette situation récurrente, c'est une partie du Djubo. Dans le domaine économique, c'est la même chose. C'est une sorte d'entente nationale sur le fait qu'il faut des champions nationaux. Il faut un patriotisme économique qui permet d'assurer notre souveraineté dans le domaine médical, dans le domaine alimentaire, etc. Un consensus national sur la réforme de l'éducation à faire, la refondation du système éducatif. Je pense qu'il y a des jalons qui sont en train d'être posés par M. Guirassy. Ce sont des choses-là, des choses comme ça que nous encourageons, parce que nous considérons que nous avons besoin dans ce pays d'au moins une dizaine de domaines de convergence forte, portée par tous les acteurs, de convergence transpartisane. Et c'est ça que nous appelons Djubo. Évidemment, quand on le dit, on a toujours une entrée religieuse, puisque c'est le cadre de l'islam. Et pour les questions religieuses également, il est très important qu'elle contribue
non pas à diviser les Sénégalais, mais à reconstruire le tissu national. Mais justement, est-ce à dire que le QDUS, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, prône une réconciliation en quelque sorte avec des propositions pour préserver la société sénégalaise et le vivre ensemble? Tout à fait, c'est exactement ce que nous souhaitons. Nous pensons que depuis 3-4 ans, notre tissu national est assez abîmé par les disputes parfois religieuses, parfois ethniques, comme on le voit ces temps-ci, mais surtout par les disputes politiques et donc ou politiciennes. En tout cas, il y a beaucoup de violence dans l'espace politique et dans l'espace social en général. Et donc, il nous faut avoir une pause qui permet de nous réconcilier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous proposons également une semaine nationale du vivre ensemble. Une semaine pour revoir, revivre, transmettre nos fondamentaux, les fondamentaux de la nation. Qu'est-ce qui nous unit en tant que nation, du point de vue religieux, du point de vue ethnique, du point de vue culturel, du point de vue économique. Donc, parce que puisque on oublie souvent que dans le vivre ensemble, la dimension économique est très importante. C'est le fait d'appuyer le plus possible les plus vulnérables d'entre nous, les plus pauvres d'entre nous. C'est une dimension du vivre ensemble. Donc, sont ces éléments-là que nous essayons de développer, et nous le faisons avec les structures étatiques avec lesquelles nous devons le faire, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale que nous devons rencontrer dans quelques jours également, mais avec également la direction des affaires religieuses que nous avons déjà rencontrée, logée à la présidence. Et pour cette direction, nous appuyons toute idée de la promouvoir, d'en faire même au-delà d'une délégation, un ministère des affaires religieuses qui permet aux aspects religieux d'être au Conseil des ministres avec un budget, et ça donnerait en tout cas l'équivalent de son vrai poids dans ce que le religieux représente chez nous, chez toi, chez moi, dans la société sénégalaise en général, où tout le monde considère que, en termes de religiosité, les Sénégalais sont peut-être les champions du monde. Mais il faut pour cela que, au niveau institutionnel, on parlait d'institutionnalisation du religieux dans le programme de PASTEF. C'est le moment, là aussi, vraiment de mettre du contenu, de le mettre en musique, et tous les acteurs réfléchissent sur ces questions-là depuis très très longtemps. Je suis bien placé pour le dire puisque je suis entre plusieurs courants religieux, et il se trouve que sur beaucoup de questions, sur les questions même juridiques qui concernent le code de la famille, etc., il y a beaucoup de risques, de conflits qui peuvent arriver dans ce pays, et encore plus détruire notre tissu national. Et on n'en a pas besoin parce que nous sommes habités par des menaces internes, mais aussi des menaces externes très importantes, le djihadisme à nos frontières, etc. Donc c'est le moment vraiment d'avoir un sursaut en tant que nation, avec notre État, avec tous les acteurs, pour que ce jubo national-là puisse permettre d'affronter les défis qui sont devant nous. Merci beaucoup, Dr Cheikh Gueye. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.